Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le monde de l'intelligence économique. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Florence Feniou. Bonjour David. Bonjour Florence. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Donc effectivement, je m'appelle Florence Feniou, je suis consultante intelligence économique et avec un parcours sur les différents aspects de l'intelligence économique qu'on va préciser, je pense, dans les propos qui suivent. Alors, je ne vais pas te cacher qu'avant de te rencontrer, je n'avais jamais entendu parler d'intelligence économique. Le mot intelligence, ça va, le mot économie, ça va. Les deux ensemble, jamais. Et donc, pour introduire un peu cet épisode, est-ce que tu pourrais nous définir de manière assez simple, si c'est possible, en quoi consiste l'intelligence économique ? Alors, ce que tu me dis n'est pas surprenant parce que ça parle à très peu de personnes. C'est vrai que le terme est un peu artificiel. Enfin, le terme français intelligence économique vient d'un anglicisme, un business intelligence, beaucoup plus employé, et qui connaît sa source dans les années 50, après-guerre, qui a d'abord germé dans un contexte plutôt militaire, de défense militaire, de protection des actifs de l'État. Américain, donc en l'occurrence. Et puis petit à petit, ce sont des notions qu'on a étendues à l'entreprise. Et il y a des définitions officielles, il y en a plusieurs de l'intelligence économique. Moi, j'aime beaucoup le résumer en gestion des flux de l'information de l'entreprise, quand on parle de l'entreprise, parce qu'il y a de l'intelligence économique d'entreprise, d'État et de territoire. Et l'intelligence économique d'entreprise, c'est 3 piliers. Veille, sécurité, influence. Donc c'est capter de l'information et faire rentrer de l'information dans l'entreprise, sécuriser cette information dans l'entreprise et faire sortir de l'information de l'entreprise, donc communiquer ou faire de l'influence. Ok. Dans les grandes lignes, pour faire simple et court dans un premier temps. Du coup, question, concrètement, si on veut mettre en place de l'intelligence économique dans une entreprise, est-ce que, une question qui peut paraître bête, mais est-ce que c'est une personne qui incarne, est-ce que c'est une personne qui incarne, est-ce que c'est une multitude d'acteurs dans une entreprise et quelqu'un qui va plutôt coordonner le tout? Comment ça se concrétise pour quelqu'un qui souhaiterait mettre en place de l'intelligence économique dans son entreprise? Alors, le préalable, c'est qu'effectivement, il faudrait que toute entreprise fasse de l'IE, enfin à mon sens, évidemment, je ne peux que préconiser ça, mais ça me paraît élémentaire. Donc si on veut le faire, il y a différentes façons de le faire. Donc tout ce que tu as cité peut fonctionner. Parce que comme on le voit, c'est capter de l'information. Capter de l'information, chaque acteur de l'entreprise peut le faire à son niveau. Donc chaque métier, chaque corps de métier peut faire de la veille sur son environnement métier. Le DSI, l'informaticien, s'il n'y a pas de DSI, va faire sa veille sur les vulnérabilités techniques, sur les nouveaux logiciels, sur tous les aspects IT. Le responsable achat va faire sa veille. Donc chacun va être en charge de sa veille. Donc faire de la veille, coordonner de la veille, c'est déjà faire un peu l'intelligence économique. Sécuriser, c'est faire de l'IE aussi. IE, j'emploierai souvent IE pour intelligence économique. Donc sécuriser, c'est faire de l'IE. Et la sécurité, elle est physique, elle est juridique, elle est organisationnelle. Donc si on a un juriste dans l'entreprise, il va être en charge de l'élaboration des contrats. Il va faire indirectement de l'IE en insérant des clauses de confidentialité pour protéger les actifs de l'entreprise. Et puis faire de l'influence, c'est la com, si on le simplifie. Donc le chargé de com, il va être en charge d'un des pans de l'IE. Donc on a des fonctions de chargé d'intelligence économique dans les entreprises, mais souvent dans les grands groupes, dans les grosses structures. Et dans les plus petites entités, c'est une fonction qui peut être un petit peu ventilée entre différentes fonctions. Ce qui est nécessaire, c'est que ça soit coordonné. Et c'est que les gens se parlent, et on le verra peut-être dans le fil de notre échange, mais qu'on fonctionne de façon horizontale et très transverse, et que les gens, les services se parlent sur ces aspects-là. Du coup, on va peut-être continuer là-dessus. Quand tu dis de façon horizontale, ça veut dire que c'est quelque chose qui est décloisonné, il n'y a pas de hiérarchie dans l'information? Alors, au contraire. Justement, quand tu dis pas de hiérarchie dans l'information, il y a un des aspects qu'on traite en intelligence économique, ça peut être la classification de l'information. On va déterminer qu'une information va avoir un niveau de sensibilité, donc elle va être plutôt publique. Donc ça, c'est l'information grand public d'une entreprise, communiquer sur ses nouveaux produits, communiquer sur ses marques, communiquer... Donc au contraire, ça c'est l'information ouverte. Et puis l'entreprise, elle va détenir de l'information qui est plutôt confidentielle.
c'est son innovation, sa R&D, des informations financières, des informations clients. Ces informations-là ne devront pas sortir. Et puis il y a des choses entre deux. Et puis il y a des entreprises du secteur défense, par exemple, qui auront de l'information classifiée, vraiment secret défense, voilà, différentes natures d'informations qu'il faut absolument protéger et qui là vont faire l'objet d'une mesure de sécurité beaucoup plus importante. Donc, au contraire, il va falloir déterminer des droits, des habilitations, une hiérarchisation de l'information et une hiérarchisation des fonctions par rapport à cette information. Donc au contraire, justement, l'IE va servir à articuler tout ça et à... Alors, il y a beaucoup de documentation dans l'IE, nécessairement, mais documenter, c'est aussi savoir ce qu'on possède, comment on est organisé. Comment retrouver l'information si on a besoin. Comment la retrouver, comment la communiquer. Si on a une tuile qui parle et pour dire quoi, et pas que si on a une tuile, de manière générale, qui parle et pour dire quoi, d'une même voix et pas d'une voix dissonante. Donc tout ça est important. Donc horizontal parce qu'il faut absolument que les uns et les autres se parlent, que la R&D, effectivement, qui va devoir concevoir, rechercher de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, voit avec le service production si ce sur quoi elle travaille est pertinent, enfin généralement ça communique, mais que l'informatique communique vers les services pour expliquer pourquoi ils font les choses, pourquoi ils referment des accès, pourquoi ils en ouvrent d'autres. La sécurité physique va devoir expliquer pourquoi les accès aux bâtiments sont fermés à certaines heures. Voilà, qui est une cohérence et puis une compréhension de pourquoi on fait les choses en fait. Tout simplement. Et donc du coup, alors là, je perçois un intérêt interne pour l'entreprise. Oui. Par rapport à tout ce que tu viens de nous détailler, l'enjeu d'un point de vue, j'ai envie de dire, externe, donc tu as la partie communication, mais en quoi c'est différenciant pour l'entreprise par rapport à son business, par rapport à son, je sais pas, un positionnement de prix, un positionnement de service, une offre que tu peux déployer, en quoi c'est important ou ça peut être important de faire de l'intelligence économique? Alors, c'est important, tu le dis en interne, déjà pour que chacun sache effectivement comment il se positionne en interne. Après, c'est important pour l'externe. D'abord, alors, le point de vue, dans l'IE, j'ai dit, il y a les 3 piliers, veille, sécurité, influence. Et il y a une autre façon de voir l'IE en posture offensive et défensive. Donc la posture défensive, on voit le volet sécuritaire, tu défends, tu protèges. Et puis la posture offensive, le volet influence, il est complètement là-dedans. Influence, communication, on est offensif, on fait sortir de l'information, donc on se rend visible. Et donc vis-à-vis de l'extérieur, ce pan-là est super important parce que c'est ton image. Donc on va aussi traiter en intelligence économique de tout ce qu'on va mettre sous le chapeau image, e-réputation, visibilité de l'entreprise. Donc à ce titre-là, effectivement, il faut... concernant le patrimoine, par exemple immatériel de l'entreprise va déposer des marques. Donc la marque, c'est son image, c'est sa visibilité. Au travers des marques, l'entreprise va pouvoir, ou pas que des marques d'ailleurs, faire de l'influence, voire du lobbying, vraiment au sens structuré du terme. Et faire du lobbying, c'est être présent dans les cercles, dans les réseaux, dans les sphères où l'entreprise va se rendre incontournable parfois, et va même contribuer parfois à l'élaboration de textes, de règlements, de cadres législatifs qui vont faire que elle va devenir un acteur majeur de son métier. Et avoir potentiellement un avantage concurrentiel. Et avoir potentiellement un avantage concurrentiel, voire plus, et devenir leader, devenir une référence sur son marché. Donc à ce titre-là, effectivement, c'est de l'interne, c'est de la défense, mais c'est aussi un positionnement en termes d'image. Alors, bon, il va être difficile de toute façon aujourd'hui de parler de tous les aspects, mais j'ai touché du doigt la e-réputation. C'est aussi éviter le déficit d'image. Donc c'est défendre sa e-réputation, mais pas tomber dans le travers inverse aussi d'une mauvaise communication par des tiers ou par soi-même d'ailleurs, parce que parfois les deux peuvent exister. Soi-même, on peut faire de la mauvaise com et puis se couper l'herbe sous le pied, et puis des concurrents peuvent nous savonner la planche. Donc c'est faire de la veille sur son image, on boucle la boucle, et aussi faire attention à ce qu'on dit de soi, à ce qu'on dit de l'entreprise, à ce qu'on dit de son dirigeant, et être en alerte justement sur l'image qui est renvoyée de l'entreprise sous tous ces aspects en fait. Est-ce que du coup là, je me dis que indirectement, je pense que sans le savoir, il y a beaucoup de boîtes qui en font.
Tout à fait. Parce que je pense que si tu es un minimum intéressé et passionné par ton métier, tu fais nécessairement de la veille. Ensuite, l'aspect sécurité, on en reviendra parce que je pense que pour le coup, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis sur l'aspect communication, on parle tous dans nos cercles publics ou privés, on parle tous de nos boulots, de notre réseau professionnel. Pour autant, est-ce que faire ça de manière un peu déstructurée, ça n'a pas d'intérêt? C'est un peu ça l'intérêt de la démarche, en fait. La démarche va aider à structurer, justement. Et à quel moment tu fais... en fait, j'ai pas du mal, mais je me dis, ça se matérialise comment? Demain, il y a une décision qui a à prendre sur un sujet. Ouais. C'est quoi? C'est du coup, ça va être une sorte de wiki, une sorte de registre sur lequel il va y avoir une sorte de documentation générale en fonction de ce qu'on a besoin, pour structurer l'information justement. Moi, je sais pas, demain je veux lancer quelque chose. Oui, tu te dis, je veux faire de l'intelligence économique, je veux que mon entreprise soit au carré là-dessus, comment je m'y prends. Alors, je ne vais pas forcément avoir la réponse et la solution, parce que à ce jour, l'intelligence économique, elle n'a pas un guide officiel. Okay. Enfin, autant que je sache, hein, je me trompe peut-être, on va recevoir des posts nous disant, mais si, bien sûr, pas que je sache. On va le voir, ça a évolué dans le temps. Alors je l'ai dit, c'était d'abord une démarche américaine. En France, et je ne l'ai pas précisé d'ailleurs en introduction, les années 50 aux États-Unis. En France, c'est seulement dans les années 90 que ça a vu le jour. Et ça s'est structuré autour d'actions gouvernementales avec différentes instances gouvernementales qui se sont mises à chapeauter la démarche pour impulser des actions d'accompagnement et de financement d'aide aux entreprises sur ces sujets-là. Et ça a pris différentes formes. Moi, par exemple, j'ai porté un diagnostic intelligence économique pendant quelques années en région Normandie, mais il y en a eu en France entière. Et ce diagnostic consiste justement à faire la photographie à un instant T de j'en suis où de l'IE. Donc on va jauger effectivement, est-ce que l'entreprise fait de la veille, sous quelle forme, comment, avec quels outils, qui est en charge. Donc ça permet d'avoir une première photographie qui est impliquée sur le sujet et jusqu'où on va. Pareil pour la sécurité, et là on rentre un peu plus dans le détail avec la gestion des mots de passe, les droits et habilitations, la sécurité physique, etc. Donc il y a la cybersécurité et la sécurité tout court. Et puis en influence, qu'est-ce qu'on fait en matière de com? Est-ce qu'il y a un chargé de com, etc. Donc ça c'est une première façon de l'aborder, de se dire je prends la photo à un instant T. Et derrière, effectivement, quelqu'un qui est imprégné du sujet, comme je peux l'être depuis 25 ans, il a des préconisations et des réponses là où il y a des carences et des mesures à mettre en œuvre nécessairement pour boucher les trous, en fait, et pour bien structurer le tout. Donc, l'idéal, c'est toujours qu'il y ait quand même un pilote dans l'avion et que dans l'entreprise, il y ait quand même un petit peu quelqu'un qui soit chargé de manager le tout, même si c'est pas un référent IE à 100% de son temps, mais qui peut être une autre fonction, voilà, qui va être un peu le gardien de ce fonctionnement interne, sachant qu'il ne pourra pas avoir toutes les casquettes, mais il sera vraiment le référent, l'interlocuteur. Et l'idée, c'est justement de boucher tous les trous et d'arriver à quelque chose d'optimal. Alors après, comme toute démarche, si on prend un texte normatif qui va te fixer un petit peu la checklist de ce que tu dois faire, même si on ne tend pas à 100% de complétude, l'idée c'est de s'en approcher. Donc de se dire, voilà, j'organise ma veille correctement, en coordination avec les autres services, et puis voilà, le référent IE ou le consultant IE, lui peut t'amener les clés. Je suis en train de chercher s'il y a un... Alors, il y a quelques... Alors, je ne sais pas si on pourra mettre des liens ou des... On pourra dans la description. Voilà. Je flécherai quelques... Il y a des diags en ligne qui existent, gratuits, que l'État avait partagé à un moment donné, assez complet, sous un format type Excel. Alors, c'est pas funky, visuellement, c'est pas terrible. En termes d'ergonomie, par contre, c'est assez complet. Donc, ça permet de s'auto-évaluer.
Donc une entreprise qui veut déjà faire ça, c'est un début. Et puis après, elle peut s'adosser à quelqu'un qui a un petit peu de notions pour l'aider. Mais déjà, l'autodiag te permet de voir ce qu'il faut faire. Ok, est-ce que c'est des formes de questions-réponses? Est-ce que je fais de la veille? Est-ce que j'en fais pas? Est-ce que je connais mes concurrents, ce genre de truc? C'est ça. Est-ce que j'ai une veille concurrentielle? Est-ce que j'ai une veille R&D? Est-ce que j'ai les mots de passe? Et quel type de mot de passe sur mes PC? Est-ce que voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'en auto-évaluation, c'est pas forcément évident parce qu'on sait pas forcément ce qu'il faut faire derrière, mais c'est un point d'entrée et puis ça permet d'amorcer la pente en tout cas. Alors je pense que du coup j'ai une question qui je pense avoir la réponse, mais j'imagine que du coup les entreprises parce que c'est aussi du coup l'intelligence économique, c'est faire de la veille, c'est protéger ses actifs, son patrimoine, qu'il soit matériel et immatériel, enfin c'est voilà. Exactement. Les deux. Et du coup les boîtes, est-ce que justement tout ce contenu qui est généré et enfin en tout cas implémenté, alimenté, sécurisé, rentre aussi dans la valeur d'une entreprise? Complètement. C'est justement l'idée, le but de la démarche, c'est de faire que l'entreprise devienne, alors comme on l'a dit, soit un incontournable, soit un leader de son business, mais effectivement augmenter cette valeur du patrimoine matériel et immatériel de l'entreprise et devenir effectivement un acteur, si ce n'est de référence, en tout cas pas se faire marcher dessus ou pas se faire manger par les voisins. Limite qu'on vienne taper à la porte si on a besoin d'infos ou de veille ou de ce genre de choses. Ouais. Le cas échéant, mais surtout jamais être mis devant le fait accompli. Il y a des exemples tout bêtes quand je faisais les diagnostics intelligence économique. Une entreprise, plutôt du domaine comptable, tu vois, t'es pas dans quelque chose d'hyper high-tech, je vais l'auditer, donc on passe en revue tous les aspects, et puis on parle aussi du fonctionnement interne, de la relation entre les équipes, sous l'aspect communication, il y a la communication interne dans le diagnostic, il n'y a pas que la communication externe. En interne, comment ça se passe, c'est le dirigeant qui me répond et qui me dit écoutez, il y a une très bonne ambiance, on a une très bonne synergie entre nous, il y a une petite salle de repos, je vous la fais visiter, parce que c'est intéressant de visiter les locaux, mais surtout dans les boîtes industrielles, parce que tu vois comment c'est structuré. Mais là, en l'occurrence, il me fait visiter la salle de repos, avec les petits mots au mur, les anniversaires, ok, d'accord. Moi, je pars avec mon diag, avec tout ce qu'il m'a raconté, c'est déclaratif. Oui, bien sûr. Je vois des choses, mais bon, ça reste sommaire, et après ça, moi, je fais ma petite enquête. Donc, en source ouverte, je vais piocher sur Internet ce que je trouve sur la boîte. Okay. Et là, je tombe sur des avis d'entreprise, des collaborateurs qui ont noté en fait le manager. Ça se faisait pendant un moment, note ta boîte, note ton manager. C'est ça. Il y a encore des sites de notation ou des sites complètement non officiels, mais où tu retrouves des notations de boîte. Et je trouve des trucs calamiteux sur le manager, sur la boîte, sur l'ambiance, sur bon. Et je reviens, lorsque je fais ma restitution, dans un rapport d'une 50aine de pages, où je lui documente tout, je lui donne des pistes, des solutions, et entre autres, je lui flèche ça. Je lui dis qu'en termes d'image, il y a un petit problème, parce que sur le net, il tombe de sa chaise, en fait, le manager, il dit, vous avez trouvé ça où? Elle dit, deuxième page de résultats Google. Faire beaucoup de veille, lui, pour le coup. Ben voilà, absence de veille, absence de surveillance de son image. Donc ça, c'est hyper dommageable. Donc c'est de la communication interne, et c'est quelque chose qui n'a pas été structuré, qui n'a pas été mis en œuvre. C'est basique, et c'est un exemple qui n'est pas du tout technique, qui est parlant. Après, il y a des choses beaucoup plus high-tech, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus graves, mais... Est-ce qu'il y a des entreprises françaises, justement, qui, à l'inverse, sont un peu des exemples en termes de modèles? Enfin, du coup, ce que tu nous disais en introduction, c'est que c'est plutôt quelque chose qui vient des États-Unis, en tout cas qui est anglo-saxon, qui, du coup, je pense, là-bas, vu que c'est fait plus longtemps que c'est présent, et peut-être qu'ils ont développé pas leur business model, mais la façon d'appréhender le business aussi basé là-dessus. En tout cas, que c'est des choses qui sont pleinement intégrées à leur structure et à leur fonctionnement. On le disait en introduction, c'est plus récent en France. Donc du coup, est-ce que toi, il y a des groupes qui font un peu, voilà, on sait qu'ils sont pas irréprochables, mais ils ont vraiment cette démarche-là, et du coup que ça se ressent peut-être un peu, même si nous on le perçoit pas indirectement en tant qu'utilisateur ou consommateur, mais qui font, voilà. Alors je ne citerai personne, mais je n'aurai personne à citer vraiment en la matière. Alors, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que le modèle anglo-saxon
y a vraiment une question de culture. Ouais. Culturellement, de toute façon, l'appréhension du monde de l'information dans l'entreprise, nous, on est une culture latine, on est basé sur la confiance, tout est ouvert. Le pire étant le domaine de la recherche en France, où paradoxalement, on peut travailler sur des sujets hypersensibles, mais pas du tout protéger ses données. Et même moi qui ai travaillé avec de l'industrie et parfois de l'industrie à caractère sensible, ce ne sont pas toujours les plus irréprochables. Donc, effectivement, les modèles les plus irréprochables vont être plutôt des modèles étrangers. Okay. Ceux qui seront quand même les plus pointus sur le sol français, dont je peux parler, sont plutôt les industries de défense quand même, parce qu'il y a une ou sous-traitant du secteur, parce qu'il y a des contraintes qui sont fixées par le domaine. Par d'ordre, et puis même... Voilà, on va avoir des zones à régime... je vais y arriver. Zones à régime restrictif, c'est compliqué. On va travailler sur des espaces sécurisés, sur un encadrement beaucoup plus fort de la donnée, de l'information de la personne et des sites. Donc voilà, c'est ces secteurs-là qui vont être les plus à la pointe. Mais franchement, il n'y a pas j'ai pas un modèle à citer comme ça. Après, il y en a qui sont, oui, il y en a forcément des très bons, mais je n'ai pas de nom, totem. Ouais, il n'y a pas d'emblème entre guillemets de. J'en ai pas qui me viennent en tout cas, non. De toute façon, implicitement, on se dit que les grands groupes français, enfin les grandes entreprises françaises l'ont intégré. Si elles sont arrivées là aujourd'hui, je me dis qu'il y a forcément, en tout cas peut-être pas les 3 volets, il y a sûrement un volet sur lesquels ils sont au moins bons. Alors je te dirais que cet a priori-là, je ne l'ai plus depuis longtemps, ou je ne l'ai jamais eu. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, étonnamment, une petite boîte dont le dirigeant est convaincu du sujet va être au taquet si vraiment elle impulse le sujet, si elle le redescend à ses équipes. Et c'est vraiment une question de gouvernance, comme des tas de sujets de sécurité du SI, parce qu'on va voir que ça ruisselle sur ce sujet-là fortement. Donc ça, c'est vraiment une implication de la gouvernance du dirigeant nécessaire, donc petite ou grande boîte. Et dans les grandes boîtes, la difficulté, c'est que c'est la taille de la boîte. Oui, c'est tellement énorme que justement ce fonctionnement horizontal est plus compliqué. Ouais. Et après, par contre, ce sont des boîtes où on procédure énormément. Mais parce qu'on n'a pas le choix, il faut fonctionner comme ça dans des grosses entités. Et dans l'industrie de défense, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais avec des trous dans la raquette, parce qu'on s'aperçoit que tout le monde au quotidien n'a pas forcément le temps, l'envie. Et puis, il se pose encore la question, même dans ces secteurs sensibles, de parfois pourquoi on le fait, ça m'enquiquine au quotidien. Donc, c'est des choses qui sont devenues complètement routinières. Moi, je me souviens que quand j'étais juriste, à l'époque, je travaillais dans un grand cabinet une SS2I, sur lequel on faisait signer des NDA, enfin des non-disclosure agreements, des clauses de confidentialité dans tous les contrats. En fait, ils signent ça aussi, t'as cette routine, parce que du coup, leur quotidien, c'était sur de l'aéronautique. Ouais. Du coup, ils savent que tout ce qui touche est sensible. Mais à côté de ça, on prenait pas de précautions particulières. On va y venir sur typiquement la sécurité du PC ou ce genre de choses où tu vas en pause, tu verrouilles pas ta session, mais la personne qui est censée, qui peut-être n'a pas la habilitation sur le bureau d'à côté de toi, elle passe derrière. Enfin voilà, je me dis qu'il y a aussi peut-être des fois des biais, mais des habitudes qui font qui sont peut-être à l'origine parfois de trous dans la raquette ou de choses qui déraillent un peu, quoi. Exactement, surtout quand on sait que l'essentiel des vulnérabilités vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, parce qu'on parle souvent de la prédation. Alors quand on est sur les querelles étatiques ou sur la sécurité intérieure, on va parler effectivement de prédation d'acteurs étrangers ou externes, en tout cas essentiellement. Mais en fait, on s'aperçoit que les pertes d'informations et vulnérabilités, elles sont surtout négligence et puis vulnérabilité interne. Surtout la négligence du collaborateur en fait, en mobilité ou dans l'entreprise, comme tu viens de le décrire, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis du papier jeté dans une poubelle et qui fait pas l'objet d'une destruction, parce que c'est pas que du numérique. L'intelligence économique et la protection de l'info, c'est aussi le peu de papier qui reste. Parfois il y en a beaucoup d'ailleurs, il y en a pas si peu que ça. Et puis il y a ce truc aussi de... Souvent on considère, enfin moi c'est un souvenir que tout document dans le cadre de ce projet est confidentiel. Et puis quelque chose qui nous paraît anodin, je sais pas, une proposition commerciale, un truc sur lequel on va avoir des données du client, ou genre de truc, on se dit en fait on en va tellement passer, encore une fois, que ça c'est pas confidentiel, enfin c'est rien comme données. C'est ça. Et puis ça se trouve on le sort ou on le fout à la poubelle effectivement, et finalement ça peut intéresser finalement, c'est des données qui peuvent être intéressantes pour d'autres. Une donnée est toujours intéressante pour un concurrent, pour un tiers.
Autre exemple, une petite boîte du secteur de la métallurgie en région, qu'on avait accompagnée comme ça, qui négligeait ses poubelles, qui n'avait pas de clause interne avec ses collaborateurs, et qui s'est retrouvé avec un des collaborateurs qui est parti avec 95% du savoir-faire de la boîte, le fichier client, des données qu'il a récupérées dans la poubelle sur le trottoir, et a monté sa boîte concurrente sur le trottoir d'en face, en étant quasi irréprochable, parce que effectivement il y a le droit, ok, mais parce que gros trou dans la raquette. Donc oui, c'est ça, c'est le quotidien, c'est l'habitude, et on fait plus attention. Donc c'est ça qui est dangereux. Et avant de parler système, sécurité, c'est plutôt l'aspect sécurité, et du coup tout ce qui est lié à l'intelligence économique. Ouais. Est-ce qu'on peut, question bête, faire de l'intelligence économique en externalisant tous ces aspects? Est-ce que c'est... Alors, ces aspects. L'aspect veille, c'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai pas le temps de faire ma veille, il y a des structures qui sont spécialisées pour des diagnostics, des benchmarks sur... Donc, ma veille, en gros, j'ai pas le temps, je sais que dans l'équipe on n'a pas le temps, on est sous l'eau. Est-ce que je peux embaucher quelqu'un qui fait ma veille, embaucher quelqu'un qui va faire ma sécurité, et ça marche quand même? Ou c'est plus dangereux? D'après toi, c'est plus dangereux, plus difficile à coordonner après? L'externalisation présente toujours un danger. Dès que tu externalises de la donnée ou du projet, ou voilà, tu prends un risque. Après, c'est comme le cloud. On a beaucoup parlé du cloud, des dangers du cloud. Si tu choisis ton opérateur, si tu bordes ta relation avec l'opérateur, si tu t'assures que les données de cet opérateur sont numériquement dans un espace qui est correctement protégé, sont sur un sol plutôt européen, parce qu'on va voir qu'il y a une incidence avec le RGPD qui est nouvellement arrivé dans l'escarcelle de l'IE et dans l'équation. Enfin voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais on le sait aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, et les grandes d'autant plus, externalisent de plus en plus de prestations de cette façon-là. Donc il y a plusieurs façons d'externaliser, mais c'est pas exclu, et ça fait partie du fonctionnement aujourd'hui. Okay. Donc c'est pas interdit, il faut le faire bien, et puis avec des gens de confiance. Donc c'est toujours pareil, quoi. Faut bien choisir ses partenaires. Faut bien choisir ses partenaires, et puis bien border la relation surtout. C'est surtout ça, parce que le volet juridique, il faut surtout pas le négliger. Parce qu'en cas de défaillance du partenaire, justement, c'est ce volet-là qui va nous permettre d'avoir une roue de secours. Alors, c'est pas la panacée. Une fois qu'il y a eu la fuite, c'est trop tard, hein, on est bien d'accord. Donc, il faut éviter qu'elle arrive. Mais si toutefois il y a une tuile, il faut que les contrats soient au carré, quoi. Et puis qu'on puisse savoir sur qui taper, quoi. C'est drôle parce que, en fait, ce qu'on se dit, la veille, la sécurité, et puis l'influence, c'est des choses qu'on fait, j'ai l'impression, un peu au moment de monter sa boîte. Souvent, quand on crée une structure, on se dit on va regarder les concurrents, on va faire un peu une benchmark, on va regarder, on va protéger ce qui est protégeable, un nom de domaine, un nom de marque, on va déposer les trucs en se disant je veux être clean, on va sécuriser tant qu'à faire. Et on le fait une fois. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est du one shot presque, et puis qu'après c'est des sujets qu'on néglige un peu au fur et à mesure. Alors effectivement, l'activité économique fait que parfois on a moins de temps, et puis c'est tant qu'on n'est pas dans la sauce, je pense qu'on se pose pas ces questions-là. Mais du coup, c'est marrant de voir que c'est des choses qu'on fait presque naturellement dans certains contextes, et puis qu'on peut zapper ou passer à côté. Et encore, tu dis on le fait au démarrage, alors si tu as ce réflexe-là, c'est bien, mais tout le monde l'a pas, et tout le monde n'est pas accompagné pour le faire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi je déplore que l'IE, elle devrait être enseignée, à mon sens, dans tous les parcours d'études supérieures. On devrait briefer tous les étudiants, tous les jeunes sur cette démarche, un petit peu, ces notions. Et le porteur de projet encore plus que n'importe qui. Alors, le porteur de projet qui l'intègre, c'est parfait, mais c'est un processus tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire au démarrage. C'est capital, mais il faut l'entretenir. Ton nom de domaine, il y a un moment donné où il faut que tu renouvelles. Ta marque, c'est pareil. Ta veille, elle est permanente. Puis si tes produits évoluent un tant soit peu, de toute façon, ton environnement concurrentiel va évoluer, donc il faut le surveiller. Enfin voilà, il faut toujours être sur le qui-vive. Donc tu peux pas te permettre de te dire je me relâche à un moment donné. Et ce qui est en plus d'autant plus étrange qu'aujourd'hui, je pense, il est plus simple. Alors peut-être que je me trompe, encore une fois, peut-être une fausse croyance que tu veux déconstruire. Je pense qu'il est plus simple aujourd'hui de faire de la veille avec les réseaux sociaux, d'autant plus des réseaux sociaux professionnels, les médias maintenant en ligne qui sont spécialisés. Enfin, il y a des médias pour chaque filière, pour chaque secteur d'activité.
La sécurité, on n'a pas besoin, enfin à mon sens, il y a quand même des solutions aujourd'hui qui existent, des coffres-forts numériques qui sont facilement, même si on est une petite équipe, ou même si on est 5-6, il y a plein de solutions qui permettent de sécuriser, qui sont pas très coûteuses et qui sont qu'on peut facilement déployer en interne. Encore une fois, l'influence ou tout ce qui est la partie communication, c'est plus facile aujourd'hui de communiquer. Enfin, en tout cas, on a des canaux de communication qui n'étaient pas ouverts auparavant. Auparavant, il y avait la télé, les journaux, et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent. Et pour autant, on voit que c'est pas encore. Alors que ça devrait être plus simple et intégré dans la vie d'une entreprise, on se rend compte que du coup, visiblement, ça l'est pas toujours, quoi. Alors, je suis partagée sur. Je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Et moi, j'ai une lecture un peu différente avec un autre prisme. C'est-à-dire que moi, alors j'ai commencé ma vie professionnelle moi en 1995 avec le premier rapport ministériel sur l'intelligence économique en France. Mais qui encadrait justement un petit peu cette fonction gouvernementale et qui déployait des actions. Et j'ai commencé dans l'IE avec le volet veille. Moi, j'étais chargée de veille. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Faire de la veille techno, parce que je faisais une veille techno plutôt pour des industriels qui innovaient en Ile-de-France, et faire de la veille, ça se faisait avec des bases professionnelles, avec du langage qui était hyper technique que j'avais appris dans ma formation initiale, et c'était pas à la portée de tout le monde. Je rappelle qu'Internet et Google n'existaient pas et que je formais les industriels à envoyer un mail. Et qu'est-ce qu'une arrobase? Donc voilà, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, mais faire de la veille, donc c'était un métier technique avec des opérateurs booléens ou sauf des constructions de stratégie en anglais, voilà, avec des résultats qui étaient des articles scientifiques et techniques issus des bases Pascal, CNRS, voilà. Et gage de qualité, quoi. C'est ça. Et des bases brevets qu'il n'y avait pas encore sur Internet, puisqu'Internet n'existait pas, mais qui sont maintenant accessibles via des bases de données ouvertes et gratuites sur Internet. Donc il y a une évolution du métier qui fait que ça s'est démocratisé, c'est devenu accessible pour tout un chacun. Donc comme tu le disais, c'est beaucoup plus facile à faire, c'est gratuit la plupart du temps, et c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Et justement, j'ai envie de dire que le pendant de ça, c'est que les gens ne le font pas forcément, et qu'ils ne sont pas forcément formés à le faire. Et que donc, aujourd'hui, utiliser correctement une requête, faire une requête pertinente sur Google, ça se construit. Tu utilises aussi les booléens, mais ça les gens ne savent pas. Donc si tu veux faire une vraie requête pointue avec des exclusions, des inclusions avec des guillemets pour vraiment des fichiers que tu cherches, ou des typologies de fichiers, si tu veux utiliser une bonne requête, il y a très peu de gens qui utilisent toutes les fonctionnalités. Donc faire une veille aujourd'hui, oui, c'est à la portée de tout le monde, mais les gens finalement ne sont pas formés ou ne connaissent pas les fonctionnalités pointues des outils. La sécurité, oui, effectivement, il y a des outils là aussi qui se sont démocratisés, mais ça enquiquine tout le monde parce que sécuriser, c'est contraindre. Et que la contrainte, chez le français, c'est mal vécu. Donc, et puis on reviendra sur le volet sécurité. Et puis l'influence, effectivement, être présent dans les réseaux, c'est un peu l'apanage de tout le monde maintenant. On peut être présent dans des réseaux, dans des cercles. Des communautés, enfin même virtuelles, voilà. Il y a vraiment aujourd'hui... Chacun en fonction de ses fonctions, centres d'intérêt. Mais alors pour une même boîte, tu vas avoir X interlocuteurs qui sont présents dans des réseaux. Ils croisent pas forcément ce qui se dit dans les réseaux, et ils y vont pas forcément pour collecter de l'information au profit de la boîte. Alors c'est sympa les réseaux, je suis la première à le dire. Mais après il faut quand tu es porteur de ton entité, faut aussi essayer de justement remonter les informations pertinentes et utiles, et puis de les croiser. D'où ce fonctionnement horizontal, ce partage d'informations, cette structuration. Donc tout ça peut avoir du sens si vraiment tu le mets en musique. Et puis faire de l'influence, je rappelle que le lobbying est encadré légalement, et que une action de lobbying doit faire l'objet d'une déclaration, et que tu ne peux pas agir auprès des élus comme ça sans marche pas en marché, ça marche pas. En leur passant un petit dépliant et en leur disant achetez mon produit, il est meilleur qu'un autre. Donc voilà, donc c'est à la fois plus facile, mais finalement je pense qu'il y a eu une petite perte de vitesse depuis les années 90 parce que justement ça s'est déprofessionnalisé peut-être un peu. Ça s'est déprofessionnalisé. Un broker d'information comme je pouvais l'être, ou
ou recherchiste, comme m'avait motivé un directeur à une époque. C'est des fonctions qui sont désuètes aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui sont. Je trouve que c'est aussi le revers, c'est que du coup, il y a aussi beaucoup plus de choses de public. Les gens communiquent aussi sur tout et n'importe quoi. On va pas se mentir. Même sur des entreprises. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'en faisant des petites recherches, si on est efficace, on arrive à trouver plein de trucs qui sont publics, sans même passer sur des techniques un peu moins légales. Donc, je vois ce que tu veux dire. Et je comprends du coup Il y a un paradoxe. Ouais. Il y a un paradoxe. Et du coup, on parle depuis le début, c'est un mot qui revient depuis le début de notre échange, c'est la sécurité. Oui. Effectivement, je comprends tout l'intérêt de sécuriser ton entreprise, tes actifs. En quoi aujourd'hui, ce volet-là, aujourd'hui, le contexte fait qu'il est d'autant plus prédominant qu'il y a quelques années, avec tous les risques qui sont liés justement à la cybersécurité, aux mauvaises pratiques, peut-être à la méconnaissance de certaines pratiques et de bonnes pratiques plutôt, par l'entreprise, par les collaborateurs. Comment tu vois ça? Alors, moi, au même titre que je t'évoquais que j'ai démarré avec la veille, avec le chapeau de l'IE, parce qu'on avait une action qui s'appelait Intelligence économique en Essonne, donc c'était le chapeau depuis toujours, mais j'étais chargée de veille. Et en fait, mon métier a évolué et j'ai l'impression que mon métier, je me suis laissée porter par l'évolution naturelle des choses. C'est-à-dire que la veille est devenue désuète, les outils se sont ouverts, mon métier avait moins de sens. Et puis, les menaces cyber grandissaient. Les rançongiciels, les cryptos, les pirateries de toute nature et vols de données, les intrusions dans les entreprises, alors des secteurs sensibles que j'ai pu côtoyer et des moins sensibles. Donc effectivement, cette menace grandissant, la sécurité devenait plus importante et plus nécessaire. Et quand en région, on a déployé cette action intelligence économique avec ce diagnostic, qu'est-ce qui ressortait des diagnostics? C'est que les besoins qu'exprimaient les entreprises, ils étaient vraiment axés sur la sécu. Okay. Donc, assez naturellement, moi, mon centre d'intérêt et mes actions se sont plus centrées sur la sécurité. Et quand tu dis sécurité, tu es d'accord qu'on parle de sécurité les deux, numérique et physique? Les deux. Alors, j'ai envie de dire qu'au cœur du réacteur, il y aura quand même la cyber. Okay. Et que tout le reste est au service de l'information, toute la sécurité, que ce soit la sécurité logique, physique, toute la sécurité est au service de la protection du patrimoine de l'entreprise, qu'il soit numérique ou autre. Mais voilà, au cœur, il y a la cyber. Pas parce que l'essentiel des échanges se fait de façon numérique, parce qu'il y a quand même énormément d'informations qui sont échangées encore par voie orale et sur d'autres supports que le numérique. Et on a trop tendance à penser que c'est du tout numérique. Il y a beaucoup de fuites de données dans des conversations, visuellement dans les transports en commun quand on voit. Mais ça, c'est indirectement du numérique, mais c'est de l'homme qui va capter. C'est plus de la social engineering. On va récupérer de l'information utile. Donc effectivement, ce volet sécu, il est devenu incontournable, beaucoup plus que la veille, où l'influence qui va être peut-être une affaire plus d'experts comme e-réputation, ce sont des volets sur lesquels je suis beaucoup moins allée, moi à titre perso, parce que je les maîtrise moins. Je sais en parler, je les ai pratiqués, je sais les auditer. Après, accompagner ce volet-là, c'est un autre métier à mon sens que moi, je n'ai jamais pratiqué. Donc, effectivement, le cyber et la sécu, globalement, c'est devenu l'incontournable. Et ce qui s'est passé effectivement autour de la cyber, c'est que là, les choses se sont un peu plus structurées. Autant, comme je te disais, il n'y a pas de référentiel, à mon sens, d'IE qui va te dicter comment faire. Autant en matière cyber, là, il y a des choses qui ont vu le jour pour un petit peu guider l'entreprise sur la checklist, en gros. Si tu veux être dans l'optimum, tu as une ISO 27001. Ouais. Voilà, tu as des normes. Tu as des normes qui ont vu le jour et qui sont apparues pour flécher l'optimal. Donc, pareil, soit on tend vers ça, on s'en approche, soit on se fait certifier ISO 27001 et on coche toutes les cases. Et donc, on a un système de management de la sécurité de son système d'information qui est au carré, puisque c'est vraiment ça l'idée. Et ça, c'est une norme ISO, tu as un audit.
Oui, c'est ça. Alors, tu vas effectivement auditer ton système. Comme on le disait pour l'IE tout à l'heure, voir quels sont les manquements, boucher les trous, et puis avoir un audit de certification qui va attester que tu réponds à toutes les obligations, qui sont aussi bien juridiques, techniques, organisationnelles. On n'est pas que dans le technique, on est vraiment dans un système de management. Donc c'est comme une ISO 9001 va s'intéresser à un fonctionnement d'une entité. Là c'est pareil, sur le système d'information. Donc c'est aussi bien des habilitations, des droits, du juridique, il y a un peu de tout. Donc ça c'est structurant. Et pour moi ça a un peu pris le pas. L'IE c'est devenu une palette de normes et de textes réglementaires ou normatifs qui vont un petit peu flécher comment l'entreprise doit se comporter pour faire les choses bien, pour être au taquet. Alors là, je pense que ça peut faire hurler parce que qui dit norme dit chose un petit peu comme ça. Ouais. Alors moi, j'ai tendance à être un petit peu comme ça, mais il faut le voir de façon détachée. Si tu vises pas une ISO 27001 parce que tes clients ou tes donneurs d'ordre ne t'imposent pas voilà. Au moins, c'est le livre de chevet à avoir, à se dire, il y a quoi dans cette norme ? Par exemple, elle me dit qu'il faudrait que je structure mon SI comment, mes serveurs, il faut qu'ils soient comment, mon hébergement, il doit être comment, voilà. Et puis tu regardes, tu t'inspires de ça, et puis tu tends à rapprocher. Tu tends vers ça. Donc ça, pour moi, c'est un référentiel qui fixe quand même des jalons. Et qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit... C'était ma question du coup, parce que ce genre de on comprend de façon légitime sur des grands groupes, des grandes entreprises, que effectivement le volume de data et les data qu'ils peuvent collecter, que ce soit sur leurs clients, leurs partenaires, est un volume tellement important. Mais du coup, je me dis sur une TPE, une PME, où il y a peu de collaborateurs, et puis des clients sur lesquels on pense qu'il n'y a pas de données sensibles, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait, tout peut intéresser quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pertinent même, comment tu le juges? Est-ce que justement, cette norme, elle est applicable visiblement à tout type d'entreprise? Oui, alors... je vais nuancer parce que effectivement une 27001 c'est une grosse usine. Il y a énormément de questions, il y a énormément de points de contrôle. Si tu veux vraiment tout décliner, tu as plusieurs centaines de points de passage, c'est lourd. Après, c'est comme tout, il faut faire, il faut de la proportionnalité. Alors, si on parle du règlement sur la protection des données, ça, c'est une notion qui revient régulièrement, la proportionnalité. Donc, il faut faire les choses à son échelle. Il faut se dire, moi, effectivement, il y a des pans entiers de la 27001 qu'on ne va pas traiter parce qu'ils ne sont pas pertinents. Ou qui ne sont même pas peut-être applicables. Enfin, je pose une question, tu n'as pas de site internet ou de trucs en ligne. Voilà. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas dérouler, il y a des questions dont tu vas faire l'impasse. Donc, il faut le faire avec beaucoup de recul, une prise de distance, et puis oui, la pertinence et de l'intelligence, se dire voilà, moi j'ai ce volet-là, effectivement il est hyper prégnant, donc je le déroule, et puis je scratch tout ce qui m'intéresse pas. Donc faut faire le tri, et je trouve que c'est une très bonne base. Après, il y a des tas de référentiels de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui s'inspirent de ces normes et référentiels divers, au travers des 42 mesures d'hygiène et de sécurité. C'est un peu des bonnes pratiques. Qui sont directement inspirées de cette norme-là, en fait, qui sont des mesures allégées. Tu as les 12 mesures, tu as les 42 mesures, et puis donc tu peux y aller progressivement. Exactement. Et quelque part, tu retrouves les mêmes notions qui sont parfois regroupées, vulgarisées, simplifiées, et puis plus tu descends au fond des choses, plus tu arrives vers la norme et des choses pointues. Mais encore une fois, moi je viens pas de la technique. J'ai pas une formation initiale technique, et la 27001 elle est complètement accessible. C'est quelque chose qui est plus de l'organisation. Alors quand on n'est pas très rigoureux, effectivement on a du mal à rentrer dedans. Mais c'est de l'organisation, c'est plus de l'organisation que de la technique. Et je me dis, tu vois, justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, quand tu es une petite ou une moyenne structure, il y a beaucoup de choses qui sont externalisées. Oui. Contrairement aux grands groupes. Du coup, un exemple type ou à la con, j'ai un site web. Je suis passé par une agence pour faire mon site web.
Est-ce que c'est pas plus compliqué de mettre en place ces règles-là quand tu sais que en fait t'as pas les réponses aux questions? Ce que je veux dire, c'est que on parlait, tu vois, typiquement d'hébergement, de règles de serveur, je sais pas, de gestion des comptes, ou est-ce que mes comptes clients, je suis passé par une agence qui gère mon e-commerce, moi derrière j'ai juste un accès au back-office et je gère mes commandes et voilà. J'ai pas les réponses à ces questions-là. Ouais. Alors, ça fait le lien pour moi, alors, à moins que tu veuilles qu'on n'en parle pas, je l'ai dit depuis le début, mais je vais réintroduire le RGPD. Quitte à recevoir des tartes à la crème. Non, mais parlons-en. Ouais. Parlons des sujets qui fâchent. Non, j'en parle parce que même si justement c'est un sujet tarte à la crème et non, je parle même plus d'enquiquiner tout le monde, je reste polie, t'as vu, mais le RGPD, typiquement, va te permettre de répondre à ça. Et il faut avoir en tête que se rendre conforme au RGPD, primo, c'est obligatoire. Ouais. Là, pour le coup, autant l'ISO 27001, t'es pas obligé d'y aller. Tu fais ce que tu veux, soit on te l'impose parce qu'on demande pour le business, tu y vas. Pour le business, t'as pas le choix. Mais sinon, voilà, la loi ne te dit pas tu dois être conforme à l'ISO 27001. Le RGPD, toute entité a l'obligation de répondre, d'être conforme aux obligations du RGPD. Règlement général pour la protection des données à caractère personnel. Alors, c'est un petit spectre parce qu'on s'intéresse à la protection de données et de données spécifiques qui sont les données à caractère personnel, les données d'individus, les données de salariés, les données de clients, les données de partenaires, de fournisseurs. Mais, notamment, on a une co-responsabilité sur ces protections de données avec ses propres sous-traitants. Ouais. C'est-à-dire que si je fais héberger mes données dans un data center qui n'est pas à moi, donc par un tiers, par un prestat, et qui a de la donnée à caractère personnel, je dois m'assurer que le prestat protège correctement les données dans son data center. Alors, comment je peux m'en assurer? Soit j'ai le droit d'aller l'auditer moi-même, soit j'ai un contrat qui me détaille tout ce qu'il fait. Alors, tout ce qu'il fait... je ne vais pas avoir ses mots de passe, ses logins, ses clés, évidemment, mais qu'il s'engage à faire un certain nombre de choses. Par exemple, que les données restent sur le sol européen. Ça, c'est une obligation du RGPD pour être dans les clous. Alors, il y a des accords possibles avec des États tiers, mais la base, c'est ça. C'est que les données soient redondées. C'est que les personnes accédant à mes données soient autorisées, habilitées. Que les données soient chiffrées, le cas échéant. Dans certains cas, que les PC soient verrouillés par mot de passe, que les portes soient verrouillées, qu'un système d'alarme soit mis en place, qu'un service de sécurité surveille le site la nuit. Ah voilà, ça, je suis tenue d'être informée de ça. Ça doit être dans mon contrat. Et quand je passe le contrat avec mon hébergeur, je dois être au clair avec tout ça. Mon hébergeur s'est engagé. Donc, je peux, moi... dire ma case est cochée. Ma case est cochée. Alors, effectivement, entre ce que je dis, ce que je fais, alors je dis tout le temps aux boîtes, faites ce que vous écrivez et écrivez uniquement ce que vous faites. C'est pas la peine d'écrire des procédures qui ne correspondent pas à la réalité, puisque si on vient vous auditer, c'est retour à la case départ, bien pire même. Donc non, mais il faut être au clair avec ça. Mais cette co-responsabilité fait que ça t'oblige déjà à te poser la question de... Qu'est-ce qu'elles deviennent, mes données? Il y a un petit schéma que j'aime bien faire, généralement, je vais essayer de vous le résumer. La protection du patrimoine informationnel de l'entreprise ne s'arrête pas au mur de l'entreprise. Donc, il y a l'information de tiers gérée par des tiers. Bon, ça, c'est toi, tu as ta boîte, moi, j'ai ma boîte. Tu gères tes données de clients et de salariés, je gère les miennes. Moi, je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe chez toi. Par contre, tu es mon sous-traitant. Je te confie des données. Donc, les informations de ma boîte confiées à des tiers. Ça rentre dans mon périmètre. Les informations de tiers qui sont confiées à ma boîte, ça rentre dans mon périmètre. Et mes informations dans mon périmètre, c'est mon périmètre. Donc en fait, il y a 3 zones qui me concernent et c'est pas que l'enceinte de l'entreprise. Donc je dois m'assurer que tout ce qui se passe... C'est ce que tu dis, toutes les informations que tu peux récupérer de tiers, ça rentre du coup dans le cadre du RGPD? Alors si c'est de la donnée à caractère personnel. Okay. Mais effectivement, je travaille pour un commerçant. Je suis hébergeur, je mets en place pour un commerçant une plateforme internet d'achat en ligne avec un formulaire de contact ou même du paiement en ligne.
je suis passe-plat pour les données bancaires. Je deviens sous-traitant de données à caractère personnel et je suis co-responsable de ce qui se passe sur ces données-là, par exemple. Okay. Donc là, via le RGPD, je dois m'assurer de cette conformité des sous-traitants. Et alors je suis aussi DPO externalisé, délégué à la protection des données externalisées, et dans ce contexte-là, on fait ce boulot-là pour les clients, d'aller relire des contrats et de regarder ce qu'il y a dedans. Parfois on est dans les clous, parfois pas. Parfois le sous-traitant te fait prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Ouais. Donc il faut être vigilant, comme tu disais tout à l'heure, comme pour les NDA, les gens signent et ne lisent pas. Donc il faut être hyper vigilant. Et moi, j'invite les entreprises, quand je suis DPO externalisée et que je m'intéresse à la protection des données à caractère personnel, à avoir cette démarche pour toutes les données. Parce que ce prisme de la donnée à caractère personnel, il n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même vigilance avec tout. Parce que la donnée à caractère personnel, la CNIL, elle l'a dans le viseur, elle est sensible et c'est sur ça qu'elle va regarder, qu'elle va contrôler. Tu as une donnée financière, tu as une donnée de R&D, c'est pas moins sensible. Ouais. Pour toi, entreprise, c'est... Oui. Même la plupart du temps, les données à caractère personnel, quand tu travailles B2B, la donnée à caractère personnel est peanuts. Ouais. Des fois, tu es un petit sous-traitant de l'aéronautique, 10 personnes, tu as peu de salariés et tu ne traites pas de données à caractère personnel pour ton client. Et par contre, tu vas avoir des infos potentiellement ultra sensibles de ton Tout à fait. Tu peux travailler pour des domaines archi pointus, confidentiels. Toi, ta recommandation sur ce sujet-là, ce serait d'appliquer des règles qu'on pourrait appliquer au RGPD sur la protection personnelle à tout type de données dans l'entreprise. À tout type de données. Et on revient à l'IE en fait. Ouais. Et donc le RGPD, c'est en fait une porte d'entrée. C'est-à-dire que tu te conformes au RGPD. Tu commences par ça. Ok. Quand tu as fait ça et que tu l'as fait de manière un peu ouverte, déjà, tu as fait 2/3 du chemin, voire les 3/4, vers quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une ISO 27001. Parce qu'il faut savoir que ce qui régit la protection des données à caractère personnel, c'est l'ISO 27701. D'accord. Et qui a la 3/4 de points communs avec l'ISO 27001. Ok. Donc en fait, tu as fait ça. C'est ça, tu as déjà fait un gros chemin vers la protection de tes données au sens large. Et puis après, la démarche d'IE, faut lui adjoindre un peu de veille, un peu d'influence. Et finalement, quand tu as cette vision un petit peu élargie, avec beaucoup de prise de recul sur ton périmètre d'information de l'entreprise, et ça y est, t'y es, quoi. Ouais, ouais. T'y es. Donc c'est vrai que cette porte d'entrée, elle est... Elle enquiquine tout le monde, si on parle du RGPD, mais c'est un bon moyen d'y venir. Et je trouve que le RGPD, c'est un moyen de tendre vers la sécu dans les boîtes, mais c'est convaincre. Ouais, et puis d'autant qu'il y a plein de... Et je pense que ce matin aussi, on va faire un parallèle avec un autre épisode où je posais la question sur la question du numérique responsable, sur est-ce que les éditeurs de logiciels ou d'apporteurs de solutions un peu clés en main, les trucs type WordPress, Shopify et plein de solutions qui sont mises en place parce que parfois souvent peu coûteuses que des choses un peu plus spécifiques ou en tout cas développées sur mesure. Pour le coup, pour lesquelles souvent il y a un conseil qui va avec. N'ont pas aussi une responsabilité à jouer dans la mise en place, en tout cas pour les entreprises. Plutôt, je pense plutôt à des TPE ou à des PME, pour lesquels il y a, franchement, aujourd'hui, installer un site web, collecter des adresses mail, collecter des noms, des prénoms, à aucun moment il y a une alerte qui te pose la question est-ce que je suis conforme au RGPD en faisant ça. C'est ça. Et du coup, je me pose aussi la question sur les acteurs de ces secteurs-là. On demande en fait aux entreprises de mettre en place des règles et c'est plutôt bien. Et en même temps, je trouve que c'est ce que tu dis, c'est pas toujours simple de les mettre en place parce que en fait, on se pose la question souvent une fois que c'est fait, quoi. C'est un peu le souci. Tu as complètement raison. Alors, ils ont, à mon sens, le devoir d'intégrer. Alors, le problème, c'est la nationalité des opérateurs. Si tu es un opérateur américain, alors je rappelle que l'obligation, la contrainte de respect du RGPD, c'est pour toute entité qui va traiter des données de citoyens européens, qu'ils soient eux-mêmes européens ou pas. Donc un opérateur américain, un Google, un Facebook, il doit se contraindre au RGPD. Amazon vient d'être mis à l'amende après Google. Ils sont pas à l'abri.
Après, effectivement, c'est pas dans leur spectre de réglementation. Eux, c'est pas leur priorité. Donc c'est moins évident. Par contre, les acteurs européens, ça devrait être implicite. Un opérateur qui te déploie ton site web devrait impérativement intégrer cette logique de consentement pour le relevé des cookies. Ça c'est quelque chose, la question devrait même plus se poser. Effectivement, l'envoi d'une newsletter, la collecte des données sur le formulaire de contact. Ça devrait faire partie intégrante maintenant de ces plateformes-là, un WordPress ou tout autre outil. Malheureusement, ça patine. Et ça patine pourquoi la CNIL, qui est l'autorité de contrôle française, alors après, tu as des autorités de contrôle partout, et qui sont des autorités qui sanctionnent, ont encore du mal à déployer les contrôles et les sanctions. Elles le font très clairement aujourd'hui sur la base de dénonciations et essentiellement ou suite à incident. Quand il y a une pépite, quand il y a eu un truc qui s'est passé. Là, effectivement, parce que sinon il n'y a pas suffisamment d'effectifs pour. Tout le monde va pas, un contrôleur va pas taper à la porte de chaque TPE pour aller vérifier, c'est évident. Donc pour l'instant, ça rame encore un petit peu, c'est encore un petit peu trop compliqué. Donc oui, ça devrait faire partie intégrante. Et on voit des professions qui se positionnent vraiment comme conseil, et ça c'est bien. Les cabinets comptables deviennent les assureurs, deviennent des conseils en la matière pour leurs entreprises, et ça, voilà. Aussi parce que je pense que du coup, ils ont conscience que la data a de la valeur. Enfin, il peut y avoir aussi une corrélation économique sur l'intérêt qu'ils peuvent y porter. Et alors, c'est pas pour ça qu'ils sont toujours au carré non plus. Mais oui. Et ils sont conseils en la matière, et c'est vrai qu'auprès d'acteurs de TPE, c'est au moins ça arrive par un conseil de cette nature-là, c'est entendu et ça porte, mais c'est encore insuffisant. Mais ça fait son chemin. Pour clôturer un peu notre conversation, j'aimerais qu'on revienne et avoir ton avis sur... parce que du coup, alors là, on est vraiment plutôt sur le volet sécurité, mais c'est un des 3 piliers. Et en Normandie, il y a le campus cyber, du coup, qui est... je sais pas s'il a... Oui, alors le régional, mais celui le national, il est à Paris. Oui. En région Normandie, il y a une déclinaison, enfin, je sais pas, on va appeler une sorte d'entité régionale de ce campus qui va être déployé. Il y a déjà eu des services qui ont été mis en œuvre là justement sur de l'assistance à la cybersécurité téléphonique pour des entreprises qui ont des questions ou qui subissent une cyberattaque. Est-ce que c'est d'après toi aussi via ce genre d'action qu'on va arriver petit à petit à intégrer ce pan de l'intelligence économique dans les entreprises? Est-ce que c'est suffisant? Comment tu perçois ce genre d'initiative régionale? Est-ce que c'est à la région aussi, la question, c'est est-ce que c'est une entité comme la région de la porter ou pas? Grande question. Grande question. On va faire une réponse. Parce que je sais que tu as participé justement à tu as participé à plusieurs. Au lancement du centre de réponse à incident, qui est CIRT, qui est ce fameux numéro d'appel. Si j'avais chopé ma petite carte, la petite carte et le numéro, parce que c'est important. On le mettra dans la description. Je l'ai plus en tête, mais à culpa. Donc, je pense que c'est nécessaire qu'un acteur régional et ou étatique, une préfecture en région, déploie des actions de ce genre. Celle que j'ai accompagnée à une époque était portée par la préfecture et les services de sécurité de l'État. On travaillait main dans la main. C'est nécessaire parce que ce sont des acteurs qui ont quand même du poids, qui sont vus, qui sont entendus. Après, la difficulté de ces opérateurs-là, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas d'effectifs eux-mêmes techniques de terrain. Donc, il y a un portage. Après, il faut que ça se décline avec des techniciens, avec des conseils, avec des gens sur le territoire. Et après, on rentre dans une mécanique qui est un petit peu compliquée, où qui rentre dans le dispositif, qui est plus légitime qu'un autre, est-ce qu'on doit écarter des gens et sur quels critères? C'est toujours cet aspect-là qui est très compliqué. Cybermalveillance, par exemple, qui est la plateforme nationale justement de réponse à incidents de ce type. Quand on rencontre, on est victime d'un cryptoloqueur, d'un rançongiciel, on va avoir des opérateurs référencés. Donc soit on a le tout venant, tout opérateur plus ou moins
IT et on se dit à ce moment-là la plateforme elle sert à rien parce que j'ouvre mon annuaire et j'ai la même chose, soit on filtre des gens, mais sur quels critères on les filtre. Donc voilà, on est toujours après sur ce débat-là. C'est une initiative qui est l'initiative est nécessaire, et bienvenue. Après, après la difficulté, c'est le cadre, c'est le cahier des charges, c'est qui on met dedans, quels sont les critères. Là, je pense que le critère, il est des opérateurs en cybersécurité et un opérateur informatique et pas nécessairement un opérateur en cybersécurité. Il va falloir bien déterminer qui rentre dans le champ. Et qu'il n'y ait pas surtout de querelle d'intérêt entre les uns et les autres, ça serait malvenu. Et c'est ça, malheureusement, on se heurte souvent à ça. Dire oui, mais moi j'ai été refusé, ça c'est toujours dommageable. C'est incontournable. Il faut aussi à l'inverse que les entreprises aient le réflexe. Alors ça, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, c'est faire connaître ce numéro et faire savoir que les sociétés peuvent appeler et peuvent obtenir une réponse. Parce qu'il y a des gens désabusés aussi qui se disent ouais mais moi parce qu'on parle aussi des dépôts de plainte et je le redis et c'est nécessaire quand vous êtes victime d'une attaque, même d'un rançongiciel, le dépôt de plainte est vraiment l'action qui adossée à l'action immédiate technique va permettre de remonter vers l'éventuel pirate et d'agir. Et ça, les gens sont désabusés, ils disent j'ai pas été entendu, je suis allé au commissariat du coin. Alors c'est pas toujours le commissariat du coin et c'est pas toujours la gendarmerie du coin qui va être à même de prendre les dépôts de plainte et passer par les plateformes nationales. C'est toujours de la démarche qui est un petit peu lourde et compliquée et je peux comprendre que... Mais qui est indispensable si on veut... Si on veut que ça aboutisse. Et je peux comprendre que les dirigeants de TPE ils disent j'ai pas le temps et ça me barbe et j'ai d'autres priorités. Sauf que en matière de sécu, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur et le nombre de gens qui se sont pris le mur et qui nous appellent en disant voilà j'ai une tuile, oui mais il fallait avant prendre des mesures aussi pour ne pas que ça arrive et qu'on négligeait le truc avant en disant ça m'arrivera pas, de toute façon ça arrive qu'aux autres. Et non. Alors ça fait un petit peu très entendu ce que je dis là, mais je l'ai trop vécu. Moi j'ai été beaucoup appelée après. Ah oui, mais non. Trop tard. Non, mais je le redis et c'est nécessaire de prendre des mesures avant. Pas forcément des choses disproportionnées, mais des mesures simples. Avoir en tête effectivement qu'il y a des numéros régionaux qui peuvent aider. Et je te propose de finir là-dessus. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, David. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt du coup pour un nouvel épisode du Shoot NWX. D'ici là, n'hésitez pas à contacter Florence Feniou sur les réseaux si vous voulez plus d'infos sur l'intelligence économique. Et puis à suivre NWX sur LinkedIn et puis sur YouTube. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.